14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors ce terme de santé sexuelle, ça peut paraître un peu curieux. Pourquoi serait-on en bonne santé sexuelle ou pas? Et pourtant, vous allez voir, il a tout son sens. Et c'est avec mon invité Yves Pslati durant ces 2 heures que nous allons vous aider à savoir si vous êtes en bonne santé sexuelle ou si ce n'est pas le cas, eh bien on vous indiquera le chemin à prendre. Alors bien sûr, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, mais ce qui est important à comprendre, c'est que la sexualité, que ce soit seule ou avec un ou une partenaire, eh bien c'est essentiel à notre bien-être, que ce soit sur le plan physique ou également sur le plan psychologique, pour ne pas parler du plan affectif. Alors même si on se retrouve seul, faire l'impasse sur sa sexualité, eh bien c'est oublier de se faire du bien. Et comme je le rappelle parfois, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors bien sûr, il faut déjà être bien dans sa peau, il faut aimer et respecter son corps, il faut oser se faire plaisir. Alors ça, vous vous en doutez, ça passe par une bonne estime de soi, mais j'aime bien aussi parler de la confiance en soi déjà. Et puis ensuite, eh bien peut-être qu'il faut érotiser son esprit, parce que c'est toute la différence entre l'animal qui vit sa sexualité de manière tout à fait instinctive et l'homme, parce que l'homme, il a la chance de pouvoir fantasmer, et je dirais même d'aimer. Alors si vous n'êtes pas heureux en couple dans votre sexualité, eh bien c'est le moment ou jamais de venir réagir. Et pour ça, bien sûr, vous connaissez notre numéro, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Yves Pslati. Bonjour Brigitte. Alors vous avez fondé ce site avec Yvon Dallaire, le site pour la promotion de la santé sexuelle, AFPSS, hein, c'est bien ça, .eu. Donc j'invite évidemment les auditeurs, mais surtout les personnes qui travaillent sur soit en médecine ou même en thérapie, à aller consulter, parce que je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, Yves Pslati. C'est important de définir ce qu'est la santé sexuelle au plus grand nombre, parce que au fond, on a l'impression que on est libre d'avoir ou pas une sexualité, que ça n'a pas d'importance. En fait, si, ça a une importance. Ça a une importance, évidemment, mais pas pour tout le monde, hein. Pour ceux qui sont intéressés par la sexualité, bien évidemment. Donc, ceux qui n'aiment pas la sexualité, c'est pas une maladie de ne pas aimer la sexualité, c'est leur choix. Ils ont choisi de ne pas aimer, tant mieux pour eux. Mais ceux qui ont aimé... Alors moi, je me permettrais, excusez-moi, je vous coupe Yves Pslati, mais je me permettrais de dire que c'est un petit peu comme ceux, par exemple, qui n'aiment pas la nourriture. Il y a quand même quelque chose qui est un peu loin du désir de vivre. Encore une fois, on n'a pas à les juger et on n'a pas non plus à les critiquer. C'est à nous d'être tolérants, mais quand même, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose quand même qui à signaler. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, de ne pas aimer boire, de ne pas aimer manger, de ne pas avoir des relations sexuelles, de ne pas aimer le sexe, ça rentre dans l'hédonisme. Ils sont anédoniques en général, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas grand-chose. Donc il y a le vrai anédonique. Il n'aime rien, hein. Il n'aime pas le sexe, il n'aime pas manger, il n'aime pas boire, il n'aime pas le cinéma, il n'aime pas marcher, il n'aime pas regarder tout ça. C'est quasiment comme un dépressif. Donc, dans la dépression, il y a de l'anédonisme. Mais bon, comment aimer le sexe, comment aimer le vin, comment aimer la nourriture, tout ça. Pour aimer le vin et la nourriture, ça va bien pour le comparer au sexe. Donc, il faut développer ses papilles gustatives avant tout. Si vous ne vous êtes pas investi là-dedans, si vous n'avez pas décidé enfin, j'ai envie, mes papilles gustatives, de les faire fonctionnelles, vous n'allez jamais apprécier un vin, jamais apprécier une nourriture. Le sexe, c'est la même chose. Donc, l'équivalent de papilles gustatives, c'est érotiser son corps. Si vous n'avez pas érotisé votre corps, si vous ne vous êtes pas investi à érotiser votre corps, vous n'allez pas prendre plaisir et vous n'aurez pas probablement d'orgasme ou si peu d'orgasme. Donc, c'est question d'investissement. Alors, moi, souvent, il y a certaines personnes, même des sexologues, qui me disent « Oui, mais si quelqu'un n'aime pas le sexe, c'est toujours la faute à. C'est la faute à l'éducation, c'est la faute que l'organisme ne fonctionne pas, c'est la faute surtout, ce sont des gens qui ont été violentés sexuellement, donc il y a eu des abus sexuels. » Tout ça, c'est juste. Mais de loin,
Les gens qui n'aiment pas la sexualité, c'est qu'ils ne se sont pas investis dans la sexualité. Ils n'ont pas fait de l'effort, donc ils n'ont pas été curieux sur la sexualité, qui ne se sont pas investis. La même chose les gens qui n'aiment pas le vin, la même chose les gens qui n'aiment pas le sport, la même chose les gens qui n'aiment pas le cinéma, qui n'aiment pas la musique, je n'en sais rien. Je vais décider de m'investir, mais pour ça je dois être curieux, de vouloir savoir et de faire ce qu'il faut faire. Et nous, dans la promotion de la santé sexuelle, c'est ce que nous mettons en place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé sexuelle? Alors, vous utilisez aussi le terme de hygiène sexuelle, Yves Psláti. Quelle est la différence entre santé sexuelle et hygiène sexuelle? Donc ici, je vais l'utiliser plus ou moins dans la même idée. Pour avoir une bonne santé générale, il faut avoir une bonne hygiène générale. Donc, c'est plus ou moins pour avoir une bonne santé sexuelle, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Alors, la définition de la santé sexuelle. L'OMS définit la santé sexuelle, mais nous autres, on va la définir un peu plus différemment. Nous autres, on va définir la santé sexuelle, c'est d'avoir du désir sexuel, du plaisir sexuel, des orgasmes le plus loin dans ma vie. C'est-à-dire de maintenir ce désir, de maintenir ce plaisir, de maintenir les orgasmes le plus loin dans ma vie, 80 ans et plus. Pourquoi pas? Donc, alors, notre originalité de la FPSS, donc de l'Association francophone de la promotion de la santé sexuelle, notre originalité, c'est de donner des outils aux gens. Malheureusement, il y a beaucoup de sexologues qui ne donnent pas des outils aux gens. En plus, s'ils sont d'obédience psy, ils vont se dire « Ah, nous, on ne donne pas ». Souvent, j'entends ça. « Ah, nous, on ne donne pas des conseils, on ne donne pas des outils aux gens ». Donc ici, nous autres... Sous prétexte de pas les influencer et de les laisser libres de trouver eux-mêmes, hein, c'est ça? De les trouver eux-mêmes. Mais comme ils ne trouvent pas la voie eux-mêmes, à un moment donné, nous, on s'est dit... peut-être qu'il faut leur montrer une certaine voie. Et en plus, dans la francophonie, il y a quelque chose qui est un peu différent par rapport aux autres langues. Quand on fait des études en sexologie dans la francophonie, quand je parle de la francophonie, je parle surtout de la France, de la Suisse et de la Belgique. Dans nos cours de sexologie, on nous apprend quelque chose, de dire à un patient qui dit « Est-ce que c'est normal ?» Est-ce que je suis normal, docteur? De lui répondre, ah, vous savez, en sexologie, il n'y a pas de normes. Exemple, j'ai fait mes études de sexologie, après avoir travaillé pendant de longues années sur les procréations médicalement assistées. Je fais mes études de sexologie et je vois mon premier patient. En général, quand on voit son premier patient, c'est des trucs un peu compliqués. On s'arrache les cheveux. Alors, je vois mon premier patient, il me dit, dites docteur, moi, je baise une fois par mois, j'ai jamais de fantasme et je ne me masturbe jamais. Suis-je normal? Alors là-dessus, j'ai dit, ma tête qui fonctionne, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a appris au cours? On a appris au cours de dire, ah monsieur, vous savez, en sexualité, il n'y a pas de normes. Point. Et puis il a parlé d'autre chose. J'ai pas dormi la nuit. J'ai pas dormi le lendemain non plus. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait faire? Puis tout de suite après, il y avait un congrès de sexologie à Berlin. Et le soir d'un des congrès, on est à table avec des gens de plusieurs nationalités différentes. Et alors, à eux, il n'y avait pas de francophones, à eux, je leur pose la question, est-ce que dans votre langue, est-ce que vous avez appris dans votre pays, quand quelqu'un vient de dire quelque chose, une bêtise de ce genre-là, est-ce que vous répondez « Ah non, en sexualité, il n'y a pas de normes » Tout le monde me regardait de nerfs crus en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne nous apprend jamais. Donc c'est très francophone pour ne pas mettre des complexes aux gens de dire « Ah, ne vous en faites pas, en sexualité, il n'y a pas de normes. » Certes, il y a des normes. Et comment il n'y a pas de normes? Bien sûr qu'il y a des normes. Ici, ce type-là qui me dit qu'il baise une fois par mois, s'il fait ça depuis des années, ben, il est, ou bien maintenant, au moment où il me dit ça, c'est pas les normes d'un sexophile, hein. C'est les normes de sexophobe. Donc, à un moment donné, il faut leur dire, ça vous intéresse d'avoir une bonne santé sexuelle? Continuez comme ça, monsieur, à baiser une fois par mois, à ne pas vous masturber. D'ici quelques mois, vous n'allez pas être du tout fonctionnel. C'est-à-dire, vous n'allez pas bander,
vous n'allez pas avoir du désir sexuel. Le nombre de patients que j'ai vus qui ont fait cette erreur, qui viennent, qui me disent, parce qu'eux, ils pensent qu'il suffit juste de trouver la bonne personne et on va fonctionner, qui viennent, qui me disent, mais merde, on m'a jamais dit ça. On m'a pas dit que je n'allais plus être fonctionnel. Effectivement, ils sont plus, c'est irréversible souvent. Ils sont plus fonctionnels, ils n'ont pas de désir et ils ne bandent pas et les femmes n'ont pas de lubrification et elles ont des douleurs. Donc notre devoir, c'est de dire la vérité aux gens. Donc premier point déjà, on peut, pour les emmener sur le chemin de la santé sexuelle, on peut dire à tous ceux qui nous écoutent, même si vous n'avez pas de partenaire, utilisez la masturbation, ne restez pas un mois sans vous occuper de votre corps. C'est déjà le premier conseil qu'on peut donner. Le premier. Donc quand vous n'avez pas ça, donc rabattez-vous sur la sexualité personnelle. Parce que bon, un vagin, ça attrape des toiles d'araignée à un certain moment si on l'utilise pas. Ok, bon, et ben c'est Ophélie dans un instant qui va prendre la parole. On verra si elle est en bonne santé sexuelle. Et puis on vous invite évidemment tous à réagir au 0826 300 300. Je sais que vous aimez Yves Opslati, même si parfois il vous secoue un peu, mais c'est pour votre bien, comme vous l'avez compris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aldi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la santé sexuelle en compagnie de Yves Opslati, créateur de la sexualité positive et notamment auteur de ce livre, La sexualité positive aux éditions de la Musardine. Alors Ophélie nous rejoint et vous pensez avoir une bonne santé sexuelle, Ophélie? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Alors, pour répondre à votre question, franchement, avant d'écouter l'intro de l'émission, oui, je pensais avoir une bonne sexualité. Je suis désolée. Et là, je m'aperçois que finalement, ça tourne plutôt sur la sexophobie, d'après ce que j'ai compris. Peut-être pas quand même. Non, je pense pas, mais finalement, en fait, oui, quand moi j'entends par santé sexuelle, en fait, le désir, l'envie d'avoir du sexe en réalité. Et oui, j'ai souvent envie d'avoir du sexe. Voilà, le problème c'est que je pratique pas assez, selon moi. Pourtant, je suis mariée et en fait, avec mon mari, j'ai l'impression qu'on n'a que des rendez-vous ratés parce que lui, il a envie, moi j'ai envie, mais on ne trouve pas le temps, on place pas le sexe au cœur de nos priorités dans notre vie. Et souvent, ce qui nous manque, c'est le contexte. Et ce que je voudrais demander à Yves, le problème qu'on a avec mon mari, vraiment, c'est que lui, il n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que moi. Lui, il est un peu, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais un peu brut de décoffrage, alors que moi, je suis plus une romantique. Et comme on ne fonctionne pas de la même façon, on a du mal à se retrouver en réalité pour des moments câlins de qualité ou qui lui conviennent lui ou qui me conviennent à la fois. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour entre nous, il y a beaucoup d'envie, mais c'est des rendez-vous en fait qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on est souvent aussi happé par le contexte dans lequel on vit. Et voilà. Et pourtant, il y a beaucoup, comme je vous dis, d'amour et d'envie. Et je comprends pas en fait ce qui se passe entre nous. C'est particulier. Voilà. Donc, si vous pouvez m'aider, écoutez, Brigitte et Yves, moi je suis toute oui. Alors déjà, c'était comme ça dès le début? Non. Au début, avant d'avoir des enfants. Avant d'avoir des enfants. On s'en serait douté. Yves, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ophélie? Par exemple, c'est un couple, disons, qui viennent en consultation, on va les voir tout seuls, d'abord, avant de les voir ensemble, et on va poser beaucoup de questions sur la sexualité personnelle pour voir où se situe le désir sexuel général de la personne. Pas seulement le désir sexuel vis-à-vis de l'autre, mais son désir intrinsèque aussi. Donc, d'où on va lui poser des questions quantifiées. Le désir sexuel, c'est pas quantifiable, mais on peut quantifier les fréquences de rapport sexuel, les fréquences de masturbation et les fréquences de fantasmes qu'ils ont. Donc les trois activités sexuelles. Donc de voir si sa personne a vraiment du désir sexuel ou bien elle pense avoir du désir sexuel. Donc si tous les deux ont du désir sexuel, mais ils n'arrivent pas à se retrouver. Alors il y a deux choses. Je vais vous donner deux petits outils. Alors, un des outils, c'est, vous avez tous les deux du désir sexuel, vous êtes l'un à côté de l'autre, les enfants, ils dorment, vous êtes à la télévision, bien devant votre PC, tout ça, vous avez envie, mais vous ne savez pas passer le message, vous ne savez pas inviter l'autre. Alors, un des meilleurs trucs, c'est, est-ce qu'on se regarde un film porno ou érotique? Donc, en regardant un film porno ou érotique, ok, c'est
on utilise le film porno érotique comme starter. C'est-à-dire, en regard, on sait qu'on doit avoir une relation sexuelle. C'est bien d'avoir une relation sexuelle, on va bien se porter. Mais on n'arrive pas à inviter l'autre de peur d'être refusé, bien évidemment. Donc, je vais être frustré si tu me dis non. Alors, c'est pour ça, au lieu de dire, viens, je t'invite à un rapport sexuel, ou bien de rentrer dans un... donc, ils n'ont pas la force de rentrer dans un jeu de séduction, de proposer un film érotique en disant que le film érotique, on va utiliser comme starter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui est peut-être un peu bizarre pour les gens, programmer. Alors, les gens, ils ont horreur de dire ça. Oh, bah, on ne va pas programmer quand même un rapport sexuel. Le rapport sexuel doit être spontané. Ça fait des années que vous êtes ensemble. Vous voyez bien que le spontané ne fonctionne pas. Ne marche plus. Oui. Ne marche plus. Vous ne baisez plus. Donc, il faut passer à autre chose. Ah oui, mais nous, on n'aime pas programmer. Et vous voulez faire l'amour et puis le spontané ne fonctionne pas. Alors, c'est forcément le programme. Mais le programmer, c'est pas de partir le matin et de dire mon chéri ou bien ma chérie, ce soir, crac, crac, boum, ça ne fonctionne pas parce que le soir, quand on arrive, on est fatigué, on a quelque chose de ça. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On le fait une demi-heure, 45 minutes ou une heure avant. Genre de dire, bon, donc d'inviter l'autre à le faire pour prendre le temps. Qu'est-ce qui va se passer pendant une demi-heure, 45 minutes? Soit je vais aller me laver, je vais me pomponner, je vais me mettre des habits sexy, ou bien je vais lire un roman érotique, ou bien je vais regarder un film pornographique de mon côté, que 40 minutes après, 40 minutes après, donc notre libido qui était basse, à un moment donné, qui était très très basse, quand on invite l'autre, entre-temps, tous les deux se préparent, 40-45 minutes après, la libido est élevée et on se saute l'un sur l'autre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? C'est-à-dire de programmer. Oui. J'aime beaucoup votre dernière proposition de programmer une heure avant ou 45 minutes avant. Parce qu'on a déjà essayé l'histoire des programmes le matin ou voilà. Ça ne fonctionne pas. Pour le soir, mais ça marche jamais parce qu'effectivement, on rentre et on n'a pas envie, on n'a plus envie comme par hasard et puis on est fatigué de notre journée. Mais effectivement, d'être pris un peu sur le vif avec un timing plus court et puis, comme je vous écoutais dans l'introduction en disant, entre guillemets, l'appétit vient en mangeant. Donc, effectivement, se préparer une heure avant en se disant qu'on va déguster ce merveilleux moment. Peut-être que j'essaye. On va essayer de mettre ça en place. D'accord. Et puis peut-être, si on a 2 minutes, je vais vous expliquer comment j'ai mis ça au point. Allez-y. Dans quelles conditions j'ai mis ça au point. On a 2 minutes là. Oui, allez-y. Donc, c'était des gens qui prenaient, des hommes qui prenaient du Viagra ou du Cialis, quelque chose comme ça. Alors, toujours la question, est-ce qu'il faut dire, le type qui prend son Viagra, il n'est fonctionnel que 30 à 60 minutes après. Alors, la question, est-ce qu'il doit dire à sa partenaire? Alors, il y a des femmes qui disent, j'ai envie de le savoir. Alors, il faut argumenter. Pourquoi tu as envie de le savoir? Si tu as envie de le savoir, parce qu'après ça, tu vas taper sur le mec en disant, oui, c'est le médicament qui te fait bander et c'est pas moi. Ce qui est tout à fait faux. C'est pas le médicament qui fait bander, c'est madame qui va faire bander. Ou bien dans un couple homosexuel, c'est le partenaire qui va le faire bander. Donc, mais quand la femme dit, écoutez, et c'est là-bas avec ces femmes-là que j'ai appris. S'il me dit au moment où il va prendre, donc au moment où il va prendre, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de désir sexuel, mais il sait que, lui, il est le seul à savoir que 45 minutes après, on aura une relation sexuelle. Lui, il peut se préparer, il peut se mettre dans le mood, il peut se préparer, fantasmer, il peut se laver, il peut regarder un film, tout ça. C'est-à-dire que 45 minutes après, il vient vers moi. Lui, moi, j'ai la libido basse. Lui, il a la libido élevée. On ne va pas se retrouver. Par contre, s'il me le disait au moment où il prenait, au moment où il prend, il me le dit, moi aussi, j'ai 30 minutes, 45 minutes à me préparer, à m'habiller, à me laver, à lire quelque chose. C'est-à-dire que 45 minutes après, on sera sur la même longueur d'onde en quantité de libido. C'est pour ça que j'ai envie de savoir. Donc, c'est de là que j'ai appris que peut-être que programmer, mais pas à la veille, pas le matin, mais juste de laisser les gens au préparer et rentrer dans une bulle érotique, ça favorise les choses. Oui, merci beaucoup, c'est excellent.
Et en plus, ce que je voudrais rajouter, c'est que aussi nous les femmes, parfois, on a le sentiment que l'homme a envie plus facilement et qu'il nous saute un peu dessus. Il nous prend sur le vif. Alors que parfois, effectivement, d'avoir un peu de temps devant soi, c'est-à-dire une bulle, comme vous dites, de 45 minutes ou 1 heure devant nous, eh bien, ça nous permet aussi, voilà, de faire monter le désir et de se préparer, de préparer notre corps pour accueillir ce moment en réalité. Bon, eh ben c'est parfait. Nous avons mis Ophélie sur le chemin de la santé sexuelle et vous allez pouvoir donc progresser très bien. Alors on fait une petite pause. Merci Ophélie et puis on retrouve notre Sexy News, Philippe Hoffman, dans un instant. Et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, ça ne vous a pas échappé, Yves Psati. Évidemment, nos ados se scarifient de plus en plus et c'est justement ce sujet que va aborder Philippe Hoffman avec nous dans cette Sexy News. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, alors aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu préoccupant, qui est celui des scarifications. Vous savez, dans une société où les marques à la mode, l'apparence règnent en maître, marquer sa peau, c'est plus réservé aux tribus et aux ethnies primitives. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, presque 40% des Français. Et il y a des artistes aussi, du body art qui adoptent un côté ethnique et qui se scarifient. Mais enfin, les ados qui font ça, ils n'ont pas du tout des envies d'affirmation esthétique. C'est plutôt des jeunes qui sont en souffrance. Dans les cas extrêmes, d'ailleurs, les plus fragiles, ça peut être des signes avant-coureurs d'un véritable passage à l'acte suicidaire. Donc, les marques que certains, mais plutôt certaines, j'en parlerai des filles, là, s'infligent sur une forme d'automutilation légère, on va dire, avec l'objectif de ressentir de la douleur physique. C'est une manière de se prouver qu'on supporte la souffrance. Vous savez, un peu comme dans un rite primitif, comme dans ce rituel brésilien, là où le contact prolongé avec des fourmis balles, fusils aux piqûres atroces, donne la possibilité d'être un homme aux jeunes Indiens Wayana. En général, les scarifications de nos ados, c'est pas toujours des rituels, mais c'est plutôt des automutilations, je vous dis, légères, 85% des cas. Et elles sont faites avec des cutters, des lames de rasoir, mais souvent des pointes de compas ou même des éclats de verre ou du sucre pour se brûler la peau. Enfin, souvent, il y a des motifs, c'est des lignes parallèles sur les poignets, les bras, les cuisses. En général, ça laisse des petites cicatrices plus ou moins durables. Bien sûr, il y a un risque d'infection. Il y a même des plaies que certains ados entretiennent par plaisir masochiste, un peu comme ils font quand ils se rongent les ongles jusqu'au sang ou ils se triturent les boutons pour expulser toutes sortes de choses. En fait, il y a un désir comme ça de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps et il y a beaucoup d'autres significations. Mais enfin, je vais vous en parler. Donc vraiment, il y a des scarifications qui peuvent se placer par contre sur des endroits un peu curieux comme le visage, le dos, les organes génitaux. Là, c'est beaucoup plus rare et dans ces cas-là, d'ailleurs, il y a souvent des troubles psychiatriques un peu plus graves. En général, il y a des explications neurobiologiques même qui expliquent ça, qui font que quand on se fait mal, on va générer des petits opioïdes à l'intérieur de notre cerveau qui vont faire que on va se calmer la douleur et puis ensuite on va avoir envie de recommencer. C'est ce qui explique aussi pourquoi ça se passe comme ça d'un point de vue neurologique. Mais d'un point de vue psychologique, c'est vraiment une coupure du lien avec les parents. Et vous savez qu'il faut mettre de la distance, j'en parle souvent, pour devenir autonome. Et c'est une conduite solitaire, secrète, intime, mais en même temps un peu ambivalente, parce qu'on a envie de montrer dans la réalité aux amis, aux parents, ou sur les réseaux sociaux ce qu'on se fait. Et puis souvent, c'est se faire du mal pour avoir moins mal. Ça permet de soulager les tensions pour pas exploser. Et puis aussi pour se punir. Excusez-moi Philippe, mais en règle générale, c'est une pratique très solitaire, c'est une pratique qu'on commence parce qu'on a vu quelqu'un ou qu'est-ce que vous en savez sur ce... Alors il y a des effets de mode parce que depuis une quinzaine d'années, il y a eu des moments où c'était plus important que d'autres. Moi, je fais beaucoup de travail avec les infirmières scolaires qui m'en parlent souvent parce qu'elles sont sollicitées dans les collèges et dans les lycées. Donc il y a eu des moments, des
périodes où c'était plus à la mode, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça existe depuis un certain nombre de temps. Et c'est vrai que ça permet de soulager des tensions, de se punir d'une certaine façon aussi, d'avoir des drôles de pensées. Oui, mais ça vient. Enfin, je veux dire, la première fois que l'adolescent se scarifie, c'est parce qu'il l'a vu, c'est parce qu'il en a entendu parler, c'est parce qu'un copain le fait ou... Non, c'est un geste. Non, c'est des gestes qui sont bon. Bien sûr, maintenant il y a les réseaux sociaux où ils en parlent entre eux, mais c'est des gestes très intimes, très secrets dans un premier temps, mais en même temps un peu irrépressible. On peut pas. Ça vient comme ça, quoi, si vous voulez. Et puis après, il y a un jeu autour de tout ça, le jeu de se faire mal, quoi. Et ça permet d'arrêter des douleurs qu'on a psychiquement. On pourrait dire d'ailleurs que quand on se scarifie, c'est qu'on se fait souffrir pour vivre autrement, alors que quand on fait une tentative de suicide, c'est mourir pour ne plus souffrir. Vous voyez, c'est tout à fait différent. J'en parlerai un autre jour. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes filles qui scarifient, hein. Elles veulent se voir, elles se regardent se couper, elles essaient d'apercevoir le sang, et elles ont une sorte de jubilation, hein, face à l'effroi que suscitent ces conduites. En fait, inconsciemment, c'est une manière de contrôler ce qui se joue à l'intérieur du corps. Par exemple, la perte du sang menstruel, aussi de couper le lien de petite fille protégée par sa maman, et puis aussi, et ça concerne les Sexy News, une exploration du mystère de la sexualité féminine et du sang de la pénétration vaginale. Vous voyez, il y a toutes ces connotations-là. En fait, c'est une manière brutale d'intégrer son identité féminine. Ça, en général, ça dure 1 ou 2 ans. Ça peut faire très peur, mais ça prête pas à conséquence. Il y a encore quelques femmes qui pratiquent ça, mais c'est plutôt rare. Pour les garçons, c'est plus grave, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de garçons qui font ça. En général, ils vont pas très bien. Ou alors, ils font ça pour devenir des hommes, des vrais, des durs. Enfin, en tout cas, pour les parents, c'est assez affolant de découvrir ça. Et il faut jamais banaliser. Encore moins être dans le déni pour pas voir ce qui nous effraie. C'est un geste irrépressible, c'est un signe de mal-être, comme j'ai dit, mais c'est surtout un appel à l'aide intense. Alors donc il faut parler, il faut essayer de voir ensemble s'il n'y a pas d'autres conduites de rupture, comme de la boulimie, de l'addiction ou des envies de suicide. Et puis surtout, il faut emmener le jeune voir le médecin, parce qu'il a attaqué son corps, qui va parler avec lui et qui l'orientera probablement vers un psy ou même qui lui prescrira un médicament, un anxiolytique ou un antidépresseur. Bon, écoutez, c'est pas très gai tout ça, mais Yves, voilà. vous avez envie de réagir? Mais... Non, mais c'est bien d'en parler, bien sûr. Ça existe. Ouais. Non, je viens de découvrir certaines choses. Je ne savais pas que les petites jeunes étaient si amatrices de ce genre de pratiques. Il y en avait du moins autant, quoi. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a 40% de Français qui ont des tatouages. Des tatouages c'est énorme. Je ne connaissais pas ce chiffre. Ouais. Et on sait le pourcentage de jeunes filles qui se scarifient, Philippe Hoffman? Oui, on pense que c'est entre... les chiffres, ils varient entre 8 et 15%. C'est quand même beaucoup, hein. 8%, oui, quand même. Ouais. Même si elles se scarifient très légèrement avec une pointe de compas. Hein. Bon, merci en tout cas Philippe Hoffman de nous éclairer sur nos ados. Voilà, donc il fallait en parler. Absolument. Allez, on continue avec Stéphanie qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Alors bonjour déjà, bonjour. Première question, quelle note vous donneriez à votre santé sexuelle sur 10 ? À l'heure actuelle, rien du tout, puisque je suis célibataire depuis quelques temps déjà. Et alors, vous masturbez pas du tout ? Ah si. Alors, moi je parlais à un couple, pardon. Ah non. Alors 10 moi. 10 sur 10, bravo. Ah oui. Alors, vous voyez, je trouve, Yves Pslati, que la réponse de Stéphanie est intéressante. Parce que comme elle est célibataire, elle aurait tendance donc à croire qu'elle est en mauvaise santé sexuelle. C'est important de rectifier qu'on peut être célibataire et être quand même en bonne santé sexuelle. Oui,
D'être célibataire, donc ce que vous faites, c'est très très bien, continuez à le faire, parce que comme je vous ai dit, si vous ne faites pas ça, bonjour les dégâts, qui peuvent être irréversibles à partir d'un certain temps. Mais je ne sais pas à partir de combien de temps c'est irréversible. Ça dépend de Ça l'âge dépend aussi, d'une peut-être. personne à une autre. Oui. Alors, deuxième question. Puisque vous vous masturbez, Stéphanie, quel serait votre jouet intime préféré? Alors moi, tout simple, je vais dire un... Je sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est un petit appareil qui aspire D'accord, le le clitoris. womanizer. Le womanizer. Voilà. D'accord. Eh bien, je sais qu'il est très très apprécié par les femmes, donc voilà. Et alors, dernière question. Votre première fois, est-ce que c'était... Quelle note vous lui donneriez? Tiens, restons dans les notes. Oh ben je lui donnerais une bonne moyenne, on va dire 6 sur 6 10. sur 10. Ah bah c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, eh ben vous pouvez poser une question à Yves Obstat. Il vous écoute. Allez-y, Stéphanie. Alors merci. Alors Yves, rebonjour. Voilà, donc moi j'avais une petite question, à savoir comment justement après une rupture de 2 ans et demi, on en revient au sujet, comment passer au-delà de, comment dire, pas seulement la rencontre, mais aussi l'aspect relation physique avec quelqu'un. Puisque ça, actuellement, j'ai beaucoup du mal et même à la limite, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous n'arrivez pas à avoir une relation sexuelle avec un nouvel homme, Ah hein, non. c'est bien ça? Non. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qui me fait peur D'avoir Alors, mal, oui. d'être sèche? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la non, relation pas du sexuelle? tout. Non, pas du tout. Dans C'est la pas la relation, sexualité. Non, c'est pas la sexualité. C'est vraiment de passer avec une autre, de mon compagnon avec qui je m'entendais très bien, en tout cas sur ce sujet-là. Oui. Que lui, c'était 10 sur 10. Et je me dis, voilà, j'ai un peu du mal à... Je dirais pas comme une trahison, mais... Je sais pas, de salir quelque chose, c'est difficile à expliquer, mais de salir quelque chose... Si, ça veut dire que vous restez quelque part très attaché à lui, en fait. Vous voulez pas comme si vous vouliez pas le tromper. Oui, voilà, j'allais le dire. Comme une fidélité qui... Oui. qui à la base ne devrait plus, puisque on est séparés bien comme il faut depuis 2 ans et demi. Donc lui, je sais qu'il a refait quelque part sa vie avec quelqu'un d'autre. Et moi, j'arrive pas à passer le pas, quoi. Alors, le deuil, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans le deuil. Essayez de trouver un qui est spécialisé dans le deuil et de travailler ça avec lui. Donc, première chose. Deuxième chose, donc, est-ce que vous voyez une faute chez vous, quelque chose qui ne va pas chez vous? Change. Quand vous vous regardez devant le miroir toute nue, qu'est-ce que vous voyez? Elle est belle, la nana, ou elle n'est pas belle? Elle est pas belle. Elle n'est pas belle? Non. Ah ben ça aussi, il faut changer de miroir, Stéphanie. Donc, en fait, il faut travailler son estime de soi, sa confiance en soi et son image corporelle. Et il y a beaucoup de psychologues, des sexologues, surtout sexopsychologues, tout ça, qui sont spécialisés là-dedans. Mais le deuil, il faut le travailler. Donc le deuil, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, lui, il a fait sa vie. 2 ans et demi, c'est quand même déjà long. Faites le deuil et ouvrez-vous vers d'autres personnes. Mais pour vous ouvrir vers d'autres personnes, vous devez avoir une bonne image corporelle de vous. Sinon, vous aurez honte, vous serez complexé, vous ne saurez pas aborder les hommes, même si vous les abordez. Comme vous avez une mauvaise image corporelle, vous irez jusqu'au bord du lit avec lui, vous n'allez pas vous déshabiller et vous allez vous sauver. Et vous allez passer à côté de quelque chose. Bon, et ben voilà. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de kilos depuis la rupture, du fait. Ben, Bon, ça c'est pas forcément. Stéphanie, c'est pas forcément le problème. Bah, si, c'est peut-être que c'est mieux de les perdre, mais c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Et puis peut-être dernier petit conseil, quand vous vous masturbez, imaginez que vous êtes avec un autre homme. Ça peut être quelqu'un une star ou n'importe quoi, mais refonctionnez dans votre imaginaire avec d'autres hommes que celui-là. Bon courage, Stéphanie. Merci beaucoup. Quand vous vous masturbez, vous pensez à votre ex?
Eh ben oui. Oh non, et là. Ben si, je m'en étais un peu douté, hein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je connais bien les femmes. Merci Stéphanie en tout cas. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous aussi appelez pour connaître votre santé sexuelle au 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Yves Obslati, je rappelle votre site afpss.eu, ce site qui développe le concept de santé sexuelle. Et nous revenons avec Nathalie sur cette question de la santé sexuelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Merci de me permettre d'être à l'antenne. Mais je vous en prie Nathalie. Alors, vous, c'est votre compagnon qui a des petits soucis non pas de santé sexuelle déjà, mais de santé, c'est ça ? C'est ça. Donc du coup, les relations sexuelles sont de facto inexistantes. Voilà, donc c'est vrai que j'ose pas, pour le moment, je ne me pose pas trop de questions. J'essaie de me raisonner et de faire en sorte de l'accompagner, faire quelque chose de plus, de plus doux, de plus tranquille, parce qu'il culpabilise beaucoup. Donc c'est pas facile à gérer. Vous restez dans la tendresse, c'est ça ? Dans l'intimité tendre ? Voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. Mais c'est toujours la même question. Bien sûr qu'il y a, quand on a des problèmes de santé, quand on est malade, ça peut engendrer des difficultés sexuelles, mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est parfois la maladie qui psychiquement détourne de la sexualité et non pas le corps. Qu'est-ce que vous en diriez ? Là, il a un cancer de la prostate, donc du coup, ça va être un peu, oui, bien sûr. un peu compliqué. Il a été opéré. Il est en train. Là, ça va, c'est dans les prochains jours. Ok. Et on va lui enlever la prostate ? Oui. Complètement ? Oui. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'on lui a raconté à l'hôpital, mais s'il veut un jour... Il a quel âge ? 70 ans. Il est plus âgé que moi. 70, oui. Il veut retrouver un peu de sexualité par la suite ? Je pense que oui, parce que ça a toujours été quelqu'un qui était plutôt actif, qui était très agréable d'ailleurs, comme un partenaire très agréable. Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il a posé la question au chirurgien urologue pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour récupérer au plus vite ces problèmes érectiles qui peuvent survenir en post-opératoire? Est-ce qu'on lui a expliqué tout ça? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah non, pas du tout. Non, rien du tout. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme médoc? Tout ça, on lui a rien expliqué? Là, il est en train de découvrir. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, c'est toujours pareil, on vous fait faire une batterie d'examens, et puis une fois que les examens sont faits, donc ça prend plusieurs mois, on vous dit le protocole, le jour J, et encore à l'avance, vous ne le savez pas. Donc là, il est en train de découvrir. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas lui poser la question de s'il veut avoir une vie sexuelle en post-opératoire ou pas, et s'il veut avoir une vie sexuelle, donc il y a quand même un conseil. Le conseil, c'est que parfois, il y a certains urologues qui n'en parlent pas parce qu'ils disent que le patient il n'est pas dans l'idée de sexualité, il est plus dans la vie et de la mort. On ne va pas lui expliquer la sexualité, mais nous autres sexologues, donc ce qu'on conseille aux gens que probablement les urologues ne vont pas conseiller, c'est pour ça que les gens ils vont chez un sexologue avant l'opération pour avoir des conseils. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer le plus vite possible? Donc, écrivez, prenez note de ça. Il doit commencer très tôt les médicaments, genre Viagra, Cialis, Levitra ou Spedra. À la plus forte dose, surtout s'il prend du Viagra ou bien il y a les génériques du Viagra. Donc les sildenafil, sildenon, tout ça. Donc dans chaque pays, il y a un nom différent. Il doit commencer une semaine avant l'opération, tous les jours, à la plus forte dose, tous les jours. Ah oui. Pour pouvoir... S'il vous plaît?
Ah oui, je ne savais pas, d'accord. Ben, je crois Donc, qu'il n'y a pas c'est grand monde pour qui le sait, Nathalie. Ah oui, d'accord. Hein, c'est C'est très pour intéressant. récupérer le plus vite possible. Donc, ça va favoriser les érections nocturnes qui vont venir. Mais on ne commence pas après, 3 mois après l'opération. Il faut commencer 1 semaine avant l'opération. D'accord. Et Ah, puis, c'est génial de savoir ça. vers le 2e, 3e, 4e mois, quand il va mieux, il doit commencer à se masturber, même s'il ne bande pas. D'accord. Ok? Il doit commencer donc pour pouvoir faire venir les fantasmes, pour pouvoir avoir une érection et un orgasme. Il ne va pas éjaculer si on lui enlève bien évidemment la prostate. Donc quand il va chez un sexologue, le sexologue, c'est ça qui va le dire. Peut-être que l'urologue ne va pas le dire. En fait, si c'est un urologue qui est aussi spécialisé dans la sexualité, il va le lui dire. Mais ça dépend sur qui il va tomber, bien évidemment. Non, c'est pas le cas. Non. C'est pas le cas. C'est un urologue. Ah, vous ne savez pas. Peut-être au dernier moment, ils vont lui expliquer, ils vont lui dire que les bénéfices de prendre du Viagra avant l'opération, mais c'est tous les jours à la plus forte dose. D'accord. Ça va? Donc 1 semaine avant. Donc comme ça, il peut retrouver le plus. Et même, il doit se masturber seul, ok? Seul, parce que sinon, il va se mettre la pression. Il ne va pas avoir d'érection au tout début, mais c'est un bon entraînement donc de faire fonctionner les fantasmes avec la masturbation pour récupérer ces problèmes érectiles le plus tôt possible. Et ici, évidemment, nous, on ne va pas parler des problèmes urinaires. Et ça, c'est l'urologue qui va lui en parler. Il va bien lui parler parce qu'ils vont bien expliquer les problèmes urinaires. Mais le sexologue va expliquer plutôt les problèmes s'il a des problèmes. Dans la majorité des cas, il aura un problème qui peut être transitoire d'érection. Ah, mais ça change complètement la donne. Hein. C'est génial. En tout cas, c'est une information qui a du sens. Et puis vous, de votre côté, bien sûr, masturbez-vous aussi pour maintenir une bonne santé sexuelle. Bah oui, c'est bien ce que j'ai compris, hein, parce que ouais. Parce que sinon, vous allez vous couper un petit feu de la sexualité et quand il pourra reprendre, vous serez un peu éteinte et ça sera plus difficile pour le couple. Ouais, Oui, c'est dommage si lui reprend et qu'à ce moment-là, vous êtes éteinte, ce serait dommage, évidemment. Ben oui, Ah ben oui. oui. D'accord. Mais ça aussi, je ne savais pas. Donc, n'oubliez Ouais. pas de maintenir une activité sexuelle avec la masturbation. D'accord. Ah, d'accord, je ne savais pas que c'était important de le faire. Et ça, chaque fois, on le dit. Et les gens, ils nous disent « Ah, je ne savais pas qu'il fallait… » Après ça, comme ils ne vont pas fonctionner, comme ça va être irréversible, les femmes n'auront pas de désir sexuel, elles ne vont pas avoir de lubrification, elles auront des douleurs. « Ah, moi, je ne savais pas, personne ne m'avait dit qu'il fallait maintenir des activités sexuelles. » Ah, on vous le dit, on le répète. Ben oui, mais tout le monde n'est pas toujours à l'écoute. Yves, peut-être c'est pour ça qu'on a. C'est dommage. Hein. C'est à nous de le répéter encore et toujours. Voilà, parce que c'est comme la nourriture. Moins on mange, moins on a faim, Nathalie. Donc il faut vous entretenir en attendant des jours meilleurs, parce que c'est évidemment une épreuve que vous traversez tous les deux. Hein, ça c'est sûr. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bonne chance à monsieur. Hein. Oui, parce que c'est vrai que cette opération de la prostate, elle est aussi très différente suivant les individus. Je ne cesse de répéter d'ailleurs, la médecine n'est pas une science exacte. Ça dépend de beaucoup de paramètres à chaque fois. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Alors, Yves Splati, on a donc donné un premier conseil, continuez la masturbation si vous êtes seul, hein, bien sûr. Et puis le deuxième conseil qu'on peut donner, fantasmez, ne vous masturbez pas mécaniquement, fantasmez pour justement maintenir aussi une bonne activité érotique dans la tête et pas simplement au niveau du corps. Ça vous va comme deuxième conseil, ça, Yves Splati? Superbe. Rabattez-vous sur les 2 premières activités personnelles, c'est-à-dire le fantasme et la masturbation. Sûrement.
Très bien. Alors, on va passer à la petite devinette du jour. Yves Pslati, c'est une devinette qui va faire plaisir peut-être aux femmes. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme? Yves Pslati, vous avez le temps des infos peut-être pour nous trouver la réponse. Vous avez envie de savoir si vous êtes sur le bon chemin de la santé sexuelle ou vous êtes peut-être avec des difficultés de sexualité dans votre couple et vous voulez avoir des conseils de Yves Pslati. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Yves Pslati. On a déjà donné quelques conseils pour que vous puissiez maintenir ou retrouver une bonne santé sexuelle. On a parlé donc de la masturbation, des fantasmes, d'avoir une bonne estime de soi, ce qui évidemment n'est pas si simple, mais ça se travaille, hein, l'estime de soi, Yves Pslati. Ben oui, il y a... Comme le reste. Comme le reste, hein, ouais. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme, Yves Pslati? Si on se réfère à la Bible, la femme a été créée en prenant une côte de l'homme, donc c'est forcément pour créer la femme, il aurait dû créer d'abord l'homme. Ouais, mais ça c'est la Bible. La réalité, en fait... La réalité, en fait, c'est que quand on veut réussir vraiment un modèle, il vaut mieux faire un brouillon avant. Donc, il valait mieux faire d'abord l'homme et puis après, comme ça, on a réussi la femme. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. On est d'accord. Vous êtes d'accord, Françoise, aussi avec ça, hein? Bonjour, Françoise. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Yves. Alors, excusez-moi, oui, je suis un peu enrhumée, alors je parle un peu du nez. Voilà, c'est pour ça, excusez-moi. Ah oui, ça va pas être pratique pour faire une fellation, hein, ça. Ça c'est clair. C'est clair. Bon, oui, c'est vrai, vous parlez un peu du nez, mais c'est pas grave, on vous entend quand même très très bien. Alors, vous êtes dans une période un peu charnière, hein, c'est ça? C'est ce que vous avez Oui, voilà. Donc, oui, c'est une période un petit peu charnière parce que... Bon, c'est un effet âge aussi, j'arrive à une cinquantaine, voilà, comme je dis, j'arrive à 51 ans. Donc, je suis mariée depuis 2000 et je veux dire, avec mon compagnon, on se connaît, comme je dis, le premier bisou qu'on a échangé, c'était en 93, donc ça fera 30 ans en octobre. Oui. Et en fait, la sexualité, j'aime beaucoup la sexualité. Moi, je vous le dis ouvertement, j'aime la sexualité. Et avant de connaître, même on a vu chacun des partenaires, hein, enfin avant de se connaître, donc on avait déjà eu un avant-goût avant de se connaître. Et en fait, au fil des années, elle s'est évoluée. Bon, alors, au début, c'était vraiment d'une rapidité. C'était on est amoureux, on est excité, hop, il faut vite passer à l'acte. On est jeune, hein, voilà. Et puis bon, n'importe où. Et puis voilà, il y avait les voitures, c'était chouette, c'était tout, voilà. Bon après, on peut toujours continuer. Ça nous est arrivé souvent de le faire bien aussi avec la voiture aussi. Et après, on a eu les enfants. Alors mes grossesses très bien. On a eu une sexualité aussi qui était très bien. Et après les accouchements, par contre, là non. Il faut toujours un peu de temps. Puis bon, j'allaitais, mais et puis là, j'arrive à 50 ans. Alors, je suis bien, sauf que voilà, je suis un peu entre deux. Je suis pas vraiment à la ménopause, mais je pense que ça va arriver. Et comme je prends pas de moyens de contraception, donc je suis on est au préservatif. Et donc, j'avais arrêté de prendre le stérilet il y a à peu près quelques mois. Il y a à peu près 5 ans parce que c'était pas très propre et puis ça me faisait, j'avais des douleurs un peu et donc tout allait très bien et là c'est j'ai on va dire des règles qui sont plus ou moins abondantes et qui sont successivement dures un peu. Voilà, alors peut-être est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'en fait aussi on travaille ensemble, donc comme j'explique, c'est vrai qu'il faut faire la part de choses du travail. On a une affaire ensemble, donc les soucis, il faut les laisser toujours de côté quand on arrive à la maison. Et lui, par contre, il est un peu comme ça. Il est un peu, mon mari, il est un peu comme ça. C'est-à-dire, voilà, quand il a un souci, ça va pas. Et moi, voilà.
Et moi, moi par contre, voilà, bon, j'ai un souci, mais après, voilà, quand on arrive à la chambre, voilà, on est au lit, enfin, peu importe, à la maison, à l'intimité, je laisse les soucis de côté. Et effectivement, quand j'ai ma relation au niveau sexuel avec mon époux, je me sens encore plus femme, je veux dire, après ma relation, et même encore plus forte, ce côté un peu fatal, comme on dit. Mais là, c'est vrai que ouais, j'ai cette période-là, un peu floue, et c'est vrai que je me dis, bon, c'est qu'un passage. Et bon, je me dis, c'est un petit passage de la vie qu'il faut le passer, voilà. Mais François, c'est pas un petit passage de la vie, c'est une étape importante dans la vie d'une femme, parce que vous allez vous approcher de la ménopause et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions auxquelles vous n'avez peut-être pas les réponses, alors qu'elles existent, les réponses. Notamment la sexualité d'une femme, si elle va bien avant la ménopause, elle a 99 chances sur 100 d'aller bien après la ménopause. Est-ce que ça, par exemple, on vous l'a dit, vous le savez? Vous êtes d'accord avec ça, Yves, j'imagine? Ben oui, les études ont été faites et ça confirme, quoi. D'accord. Ok. Donc, ça dépend de votre histoire sexuelle. Ça dépend de votre histoire sexuelle. Qu'est-ce que vous avez eu comme histoire sexuelle avant la ménopause? Si votre sexualité était faiblarde, donc il ne faut pas s'attendre à vous éclater après la ménopause. Par contre, si vous avez une activité sexuelle, des activités sexuelles très riches avant la ménopause, normalement, il n'y aura pas de problème. Oui. Pour la majorité des femmes. Ouais, non, moi, elle était assez riche, mais là, depuis quelques temps, comme il n'est pas très bien, moralement, ça va pas trop. Et c'est plutôt, moi, je suis un petit peu, des fois, là, en attente peut-être, et là, je me dis, bon, là, ça, peut-être, alors au début, je culpabilise, c'est moi. Après, non, la sexualité est riche. Alors, ça dépend quand vous dites riche et riche. Alors, moi, personnellement, je vais pas dire que c'est riche quand c'est une fois. Enfin, c'était une fois par semaine. Là, pour moi, c'est pas riche. Moi, j'ai connu une fois par jour. Et puis bon, après, c'était intense. Enfin, je veux dire, ce qu'on faisait d'une rapidité, c'est vrai qu'à 50 ans, ça va durer peut-être, ça sera... ça sera plus long, ça sera... Puis bon, voilà. Après, tout pratique, enfin voilà, non, je veux dire... Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs paramètres qui se mélangent, hein, François. C'est-à-dire qu'il y a vous qui avez un peu l'impression que vous allez entrer en ménopause et donc des inquiétudes. Peut-être aussi que lui se pose aussi des questions par rapport à son âge ou des soucis professionnels, j'en sais rien. Et donc c'est à voir aussi quelle est l'histoire vous savez, c'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que vous avez encore du désir? Est-ce que ce désir, il est un petit peu entravé à cause de lui, à cause de vous? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut peut-être éclaircir. Oui. Alors le désir, oui, c'est vrai. Le désir, on l'a. Enfin, je pense qu'on doit l'avoir, mais lui, pour l'instant, il n'a pas de désir. Ouais. Alors, à un moment donné, moi, je me suis dit, je vais me féminiser un peu, parce que c'est vrai qu'on oublie un peu. Bon, moi, je n'ai jamais été très attirée par tout ce qui était au niveau, on va dire, dessous féminin, jeune, voilà, c'était pas mon truc. Et puis, voilà, il faut mettre... Puis après, en vieillissant, c'est vrai que je me suis dit, on oublie un peu cette féminité qu'on a envie. Alors, en fait, c'est cette féminité que j'ai un peu mis de côté pendant des années. Peut-être que là, maintenant, j'ai envie de la retrouver. Bon, ça le fait, ça aussi, mais... C'est rigolo parce que c'est un rapport un peu avec ma jeunesse, cette jeunesse avant de le connaître, où j'avais quand même ce côté féminin. Et après, professionnellement parlant, il fallait avancer. Et là, c'est vrai que j'aurais envie d'acheter alors, par rapport à ce que vous dites, je vous pose une question. Votre dernier enfant, il a quel âge aujourd'hui? Il a 20 ans. Alors, à 21 ans, à la fin de l'année. D'accord. Et vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ça y est, vous avez rempli votre rôle de mère. Vos enfants sont en âge d'être adultes. Peut-être que vous avez envie de redevenir un peu plus femme. Et si lui, de son côté, pour des raisons qui le concernent évidemment, s'éloigne un peu de sa séduction vis-à-vis de vous, ça doit vous donner une ambivalence. À la fois, vous avez envie d'être plus séduisante, plus femme, et puis en face, vous avez quelqu'un qui va à l'inverse, voyez. Donc c'est peut-être ça aussi qui est compliqué pour vous.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui me perturbe un peu, alors j'ai rigolé parce que je vous écoutais là. Enfin, j'ai dit, oh punaise, j'ai dit, il va falloir, parce que c'est vrai que le terme c'est vrai que la masturbation, tout ça, c'est pas quelque chose j'avais jamais pensé, enfin, je l'ai eu fait jeune, attention, mais c'est vrai que là, bon, non, on a les cerveaux un peu, à un moment donné, on a des oublis, puis hop, ça revient après. Voilà, on oublie, on met de côté, puis hop, ça revient. Et là, je me suis dit, mais c'est rigolo parce que moi, c'était plus, par exemple, je regardais des films où j'avais envie, je me suis dit, mais attends, il faut que je retrouve ce désir-là, voilà, des films un peu dans l'érotisme, mais des films mais très sympas, enfin, je veux dire, le dernier, enfin, je ne vais pas dire la plateforme, mais alors moi, j'aimais bien, voilà, ce côté charnel, enfin, voilà, j'avais aimé les Amantes de Lady Chatterley. Et alors, j'arrive jamais à le dire, c'est comme ça, on est en anglais. C'est pas grave, l'Amante de Lady Chatterley. Alors, moi, je l'ai lu un livre, j'avais vu la vieille version, et là, c'est vrai qu'il était passé à Netflix, comme ça, j'ai dit, je vais le regarder. Et ça me faisait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce que j'ai pu me regarder? Je me suis dit, mais c'est bien, mais c'est faux. Alors, je vais vous aider à avoir du recul pour que vous compreniez comment ça fonctionne, ok? Ouais. Donc, prenons un couple, Michel et Micheline. Michel et Micheline, ils viennent, ils disent, on ne fait pas souvent l'amour. Alors, ils vont chez le sexologue, thérapeute de couple, on ne fait pas souvent l'amour. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a envie de savoir? Est-ce que c'est un problème de couple? Ou bien c'est un problème intrinsèque du désir sexuel de chacun des partenaires. C'est pour ça qu'il va les voir tout seul et il va leur poser des questions. Il va essayer de quantifier combien de fois vous avez des fantasmes, combien de fois vous masturbez, combien de fois vous avez des relations sexuelles. Bon, ici, des relations sexuelles, ils en ont une fois par mois, disons. OK? Alors, si Micheline a une fois par mois des relations sexuelles, mais elle se masturbe quasiment tous les jours, et elle a des fantasmes à gogo, elle n'a aucun problème de désir sexuel. Si c'est la même chose pour Michel, il se masturbe, il a des fantasmes, mais il ne baisse pas avec Micheline, il n'a aucun problème de désir sexuel. On va travailler juste sur le couple, parce qu'il y a des problèmes dans le couple, et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui bloque. Par contre, si Micheline ne baisse pas, ne se masturbe pas, ne fantasme pas, on va travailler la sexualité de Micheline pour booster sa sexualité, ses fantasmes et sa masturbation. Donc, comment on va booster le désir sexuel? Pas avec Michel, mais toute seule d'abord. Ça ne fonctionne pas avec Michel. C'est ça le problème. Donc, ça, de dire, maintenant je vais vous mettre dans le lit, alors vous allez faire l'amour, ça ne fonctionne pas. Donc, forcément, on est obligé de travailler sur la sexualité personnelle de Micheline. Si Michel est dans le même cas aussi, avec lui aussi, on doit travailler la sexualité personnelle. Donc, est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est quoi votre problème? Est-ce que votre problème est un problème de désir sexuel intrinsèque ou un problème de couple? C'est comme ça que le sexologue, thérapeute de couple, va comprendre. Donc, il va vous voir tous les deux seuls et il va voir où ça bloque. Et il va travailler en fonction de ça. Si les gens se masturbent, si les gens ont des fantasmes, tous les deux, mais ils ne font pas l'amour ensemble, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est une thérapie de couple. On va voir pourquoi. En plus, vous travaillez ensemble. Vous êtes tous les jours ensemble. Vous savez, il faut créer une certaine distance pour pouvoir désirer l'autre. On va travailler là-dessus. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je me la suis posé la question, même à un moment donné, cette question-là. Rigolant, je dis, oh là là, j'ai dit, il faudrait que... Parce que maintenant, les enfants sont... voilà, ils sont grands. J'ai dit, il faudrait que j'aille habiter à la partie elle, faire rigoler. Et comme ça, tu vas venir comme au temps des rois. Figurez-vous que je me la suis posé la question. Oui. Mais le problème ne va pas fonctionner. Le problème ne va pas fonctionner. Vous allez vous regarder dans les yeux, mais vous n'allez rien faire si vous n'avez pas de libido. Donc, comment avoir la libido? C'est travailler votre sexualité personnelle. Moi, j'aime pas me masturber. Ben, tant pis pour vous, hein. Ça va être très compliqué. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais oublié, c'est ça. C'est des choses qu'à un moment donné, on oublie dans sa tête. On laisse de côté les choses parce qu'on est pris par un volant toujours pareil, professionnel. Et puis voilà. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, on a toujours l'impression que quand on est avec son mari, que tout est acquis. Mais rien n'est acquis, en fait. Voilà. Jamais.
Bon, en tout cas, Françoise, je crois qu'on vous a donné les pistes. Hein. Maintenant, c'est à vous d'analyser tout ça et puis de prendre soit votre main pour vous, soit prendre la main de votre mari. C'est à vous de voir. Merci Françoise, en tout cas. On va continuer dans un instant, Yves Splati, avec Lydie qui nous a rejoint. Et puis, on vous invite vous aussi à réagir au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Yves Splati, nous évoquons la santé sexuelle et je crois que c'est Lydie qui est avec nous et qui aimerait bien retrouver une bonne santé sexuelle dans son couple. Bonjour Lydie. Oui, bonjour et bonjour à votre invité. Excusez-moi. Oui, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide. Dans mon couple, l'histoire est assez compliquée. On est ensemble avec mon mari depuis que j'ai 19 ans et j'ai plus de 51 ans maintenant. Donc voilà, on a fait une longue route ensemble. La sexualité a toujours été compliquée parce que lui était plutôt libertin. Moi, j'étais plutôt très fleur bleue. Et il y a 2 ans, il a une grave opération du cœur sur laquelle, vraiment, on a cru, il en a réchappé vraiment de justesse. Et donc depuis, il voudrait s'épanouir complètement dans sa vie sexuelle. Et donc, je pratique le libertinage avec lui. Et le libertinage, c'est donc aller dans des clubs, mais aussi qui me regarde, que je sois avec 2 hommes, par exemple. Oui. Voilà, donc on en a parlé beaucoup, on a même été voir un sexologue et j'ai fini par accepter. En fait, j'ai dit ok, d'accord, c'est vrai que ça peut être bien parce que je pense que la vie de notre couple en dépendait beaucoup. On y a été. Mais quand vous acceptez d'y aller, c'est pour sauver votre couple ou c'est parce qu'au fond ça vous tente, c'est une expérience nouvelle et que après tout, pourquoi pas? Alors, il y a un peu des deux. Au départ, il y a un peu des deux. C'est pour sauver mon couple parce que vraiment, c'est quelque chose où vraiment il a envie de se réaliser. Et effectivement aussi pour essayer quelque chose de nouveau, un peu de l'interdit, qui peut être quand même excitant. Bon. Oui, pardon. Allez-y, on vous écoute. Donc là, nous sommes allés une première fois et j'ai eu un rapport sexuel avec un homme. Bon. J'ai pas éprouvé, j'en garde pas un souvenir. Je pense que j'étais tendue, j'étais dans tous mes sens en action. Et alors, il faut savoir que on a une activité sexuelle, moi pas énorme, à peu près, on va dire, on a un rapport par semaine. Et mon orgasme, j'arrive beaucoup à l'orgasme par la masturbation, par un orgasme clitoridien. Voilà. Mais toute seule ou avec lui? Avec lui, et ça m'arrive aussi de me masturber aussi toute seule. D'accord. Donc voilà, donc cette première expérience en club, j'en garde pas un souvenir. Je pense que il était plus ou moins satisfait aussi. Bon, c'était pas très agréable si on comprend bien, mais est-ce qu'après, après vous vous êtes dit finalement j'aurais préféré pas le faire, ou est-ce que c'était pas très agréable, mais après tout c'est pas grave, on va parfois manger dans un mauvais restaurant et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous diriez? Alors c'était ça. Je me suis dit ok, ça y est, d'accord, c'était la première fois. C'était peut-être pas l'extase, mais c'était pas cata non plus. Voilà, ça n'a pas. Donc on réessaye une deuxième fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas à l'aise. Voilà, c'est ça. Je peux pas dire que je ne suis pas à l'aise. J'ai plutôt, on va dire, mais je suis plutôt très tendue. Et donc on y va une deuxième fois. Et là, ça se passe avec un couple. Où l'homme... excusez-moi, je trouve plus mes mots, du coup, l'inverse de la fellation, en fait, voilà. Il vous fait un cuni, donc, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mon mari fait un cuni à la femme, et l'homme fait un cuni, et j'embrasse un petit peu la femme. Bon. Et ça se termine comme ça. Voilà. Et c'est pareil, ça vous laisse pas un souvenir extatique, hein, visiblement. Ouais, non, voilà. C'était
voilà, c'était pas désagréable. On a vraiment le sentiment que lorsque vous êtes donc dans un club échangiste, vous subissez un peu ce qui se passe avec la tête un peu ailleurs. Bon, le corps se laisse faire, mais vous n'êtes pas partie prenante, hein, il me semble. Ouais, alors, non, voilà. Ouais. Bon, Lydie, on va faire une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite après et puis on laissera Yves Pslati déjà réagir un petit peu à tout ce que vous avez dit et puis on continuera à écouter bien sûr votre témoignage et surtout la sexualité de votre couple après ces 2 expériences que vous avez faites a priori pour sauver votre couple. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Lydie et son témoignage en compagnie de Yves Pslati qui est avec nous, sexothérapeute. Alors, le témoignage de Lydie, je le trouve intéressant parce qu'on voit bien comment dans un couple au long cours, à un moment donné, la sexualité de l'un n'est plus tout à fait en accord avec la sexualité de l'autre. Yves, qu'est-ce que vous... Mais j'ai envie de connaître la suite. Donc, la deuxième fois, elle y va. Et bon, apparemment, elle n'est pas si contente. Et en plus, donc, la voix, elle venait et elle partait. Je ne sais pas si vous avez eu le même problème, vous, là-bas. Mais chez moi, la voix, elle venait, elle partait. Je n'ai pas toujours très, très bien saisi. Mais si j'ai bien compris, comme vous, parce que vous l'avez aussi répété, que les 2 fois, c'était pas super. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça qui m'intéresse. Oui, vous êtes retourné en club ou pas depuis? Alors, bon, il faut savoir que depuis, il y a eu plusieurs discussions après ça, qui étaient toujours très, très intenses. Et quand j'ai voulu lui faire comprendre que vraiment, je m'y retrouvais pas, que c'était pas mon truc, il admettait pas du tout, c'était pas possible, ça voulait dire que, enfin voilà, c'était la fin. Ça allait même jusqu'au larmes, pour vous dire à quel point c'était assez dramatique quand même. Donc, et en fait, à la fin, j'ai fini par céder en me disant, oui, ok, d'accord, on réessaye. On réessaye parce que voilà, si c'est vraiment ça, on réessaye. Et en fait, on a réessayé 2 fois. Et les 2 fois, en fait, n'ont mené à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'échange. D'accord. Mais est-ce que... Et voilà. Donc on comprend bien que pour vous c'est pas une solution envisageable. En tout cas, ça correspond pas du tout à votre sexualité. Mais est-ce que le fait d'y avoir été a amélioré votre sexualité à tous les 2? Bah non, puisque. Alors. Oui. Oui. Parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'aller dans du libertinage, dans du no-limite. En fait, voilà, pas de limite. Pas de limite. Moi, le libertinage, j'y allais pour à la limite, avoir une petite complicité avec lui, s'amuser ensemble. Lui, en fait, aurait voulu me voir partager avec 2 hommes. Voilà. Et là... Non, c'est pas. On sent bien que c'est pas pour vous. Est-ce qu'il allait en club échangiste avant de vous connaître? Alors, en fait, moi, j'ai surtout appris après que il y allait pendant qu'on était ensemble. Alors, il l'a fait avant de me connaître et pendant. D'accord. Voilà, parce que... Donc, pendant sans vous, quoi. Pas... Oui. Est-ce que ça a mis votre couple de question? Donc, alors, en fait, vous n'étiez pas là, lui, il a été en club échangiste avec d'autres personnes. Est-ce que ça a mis votre couple en danger? Alors oui, il a été en danger. Et en fait, on n'est pas du tout sur la même vision. Et lui pense vraiment que voilà, la sexualité est quelque chose... à part des sentiments, comme un sport qu'on pratique, en fait, comme un loisir qu'on pratiquerait sans l'autre, en fait. Voilà. Et là, depuis qu'il a eu cette grave maladie, il aurait voulu qu'on partage vraiment ensemble. Et là, oui, mais Lydie, vous avez été de bonne composition puisque vous avez quand même accepté d'essayer plusieurs fois même. Oui. Ça, c'est pas pour vous, c'est tout. Et ça, il faut qu'il l'entende. Et puis ensuite, il faut que vous voyez comment vous allez continuer ensemble et comment votre sexualité peut s'organiser à tous les 2. Mais on peut pas imposer. Enfin, je veux dire, on travaille assez souvent maintenant sur la question du consentement. On peut pas il peut pas vous imposer quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous avez été, je trouve, même très conciliante puisque vous avez essayé plusieurs fois. Oui.
alors j'avais une question. J'avais une question qui en fait, quand on a nos rapports tous les deux, parfois il peut me raconter des histoires, des fantasmes, qui provoquent chez moi une excitation. Vraiment. Donc ça peut être effectivement avec une femme, un trio, voilà. Donc ça, on est dans l'ordre du fantasme, donc il réveille chez moi une excitation. Et la question c'est, est-ce que pour le coup, est-ce qu'il faudrait que je réessaye? Alors en fait, je me demande si ce fantasme peut se réaliser. Enfin, vous voyez, entre le fantasme et la réalité, est-ce qu'il faut que j'essaie de me remettre à... Pourquoi en fait ce fantasme m'excite et pourquoi ça vous excite pourquoi le fantasme vous excite et pas le passage à l'acte? Oui. Yves Obsati, vous pouvez répondre à Lydie? Ben oui, donc alors il y a le fantasme, un fantasme c'est un fantasme, ça ne met pas votre couple en danger. Justement, vous vous racontez le fantasme comme si dans votre lit vous aviez une troisième, une quatrième personne et que tout le monde se saute l'un sur l'autre et ça vous excite tous les deux. Ça va, ça c'est une première chose, donc ça ne met pas le couple en danger parce que c'est un fantasme. Alors la question, est-ce qu'on passe à l'acte? Donc le fantasme, ça nous excite, et si on passait à l'acte? Donc c'est ce que vous avez fait en fait. Donc je vais essayer, je passe à l'acte pour voir si le fantasme va exciter. Alors il y a certaines personnes qui vont vous dire, il ne faut jamais passer à l'acte un fantasme, sinon vous allez tuer votre fantasme. C'est tout à fait faux. Bien au contraire, il y a des gens qui passent à l'acte de leur fantasme et le fantasme, ça les excite encore plus. Donc c'est tout à fait faux de croire que le passage à l'acte d'un fantasme va tuer. Des fois ça peut tuer, mais en général ça ne tue pas. Donc ici vous l'avez essayé. Vous avez mis en pratique votre fantasme, ce fantasme-là, et ça ne vous a pas excité. Donc, de discuter ça avec monsieur. Donc, je l'ai fait pour te faire plaisir et pour essayer, puisque ça m'excitait dans le fantasme, mais dans la réalité, ça ne m'excite pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, de discuter ça ensemble. Alors, j'ai une autre question. C'est toujours, est-ce que vous mettez votre couple en danger? Vous saviez avant qu'il allait dans un club échangiste. Donc, si vous êtes encore ensemble pendant 20 ans, ça veut dire que ça n'a pas mis votre couple en daje. Bon. Mais vous le saviez avant son opération, Lydie? Alors, je m'en doutais, oui. Et en fait, on était même arrivé à un moment à un arrangement qu'il puisse y aller tout seul de son côté. Ça, c'était il y a quelques années. Voilà. Par contre, ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait été, il y allait très tôt après notre rencontre. En fait, alors que voilà, je pensais qu'on était dans une espèce de bulle, il y a été très tôt après notre rencontre. Voilà, et ça, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision de la sexualité. Ouais. Bon. Nous autres, écoutez, on fait pas de la morale aux gens, on dit pas ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, que c'est bon ou c'est mauvais. Donc, il y a énormément de couples où l'un des deux adore les clubs, que ce soit des fois seulement la femme, que ce soit seulement l'homme, et ils se mettent d'accord en disant, moi, le fait d'y aller là-bas, tu vois bien que ça ne met pas mon couple en danger, toi, tu veux pas aller, laisse-moi aller là-bas. Donc, et ils s'entendent comme ça. Donc, on n'a pas à juger que c'est bon ou que c'est mauvais, tant que ça ne met pas le couple en danger. Évidemment, celui qui part là-bas en club échangiste, s'il trouve quelqu'un là-bas et il laisse l'autre, ça veut dire que le couple est en danger. C'est dans ce sens-là, mettre le couple en danger, c'est-à-dire se tailler avec la personne avec qui je suis dans le club échangiste et je te laisse toi à la maison, tu étais à la maison, et bien ciao, bye, je pars avec l'autre. Ça, c'est mettre le couple en danger. Mais si le couple n'est pas en danger, probablement il n'y a pas de danger de séparation. Il y a une condition, faire l'amour ensemble. Hein. Michel et Micheline doivent faire l'amour. Hein. Donc on ne fait pas l'amour que dans un club. Hein. Donc c'est ça, le chose peut être très en danger, le couple peut être très en danger, c'est comme ça qu'on va mesurer si le couple est en danger ou pas. Le couple peut être très en danger si entre eux ils ne font pas l'amour et que c'est la seule façon de faire l'amour, la sexualité, ils ne font qu'en club échangiste. Là, vous mettez le couple en danger. D'accord. Mais sinon, si le couple n'est pas en danger, c'est votre choix de dire non. C'est son choix de dire alors oui ou non. Et s'il dit oui, moi je vais. Et alors vous discutez là-dessus. Vous discutez, ok, tu vas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous n'avez pas à vous faire, à vous sentir obligé d'y aller si vous en avez pas envie. Ça c'est voilà. Vous avez fait ce que j'ai voulu essayer, ça là-dessus on était ok et
voilà, il s'est avéré, ça c'est la réalité des choses, était que ce qui quelque part n'a pas grand-chose d'étonnant, Lydie, puisqu'on voit bien, lui ne met pas beaucoup d'enjeux dans la sexualité. C'est comme vous l'avez dit, c'est un sport. Bon, le sport, on peut jouer au tennis avec quelqu'un d'autre que sa femme sans tromper sa femme. Bon, voilà. Vous, la sexualité, c'est quelque chose qui vous engage sur le plan affectif, et donc ça vous excite pas d'avoir une sexualité avec quelqu'un qui n'est pas celui avec qui vous partagez votre vie. Mais si vous acceptez qu'il aille en club, que ça vous dérange pas, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer dans votre vie sexuelle à tous les deux. Écoutez, je vais juste si j'ai 2 minutes, je vais juste vous expliquer quelque chose. Allez-y, Splati. Des patients. Donc, prenons Michel et Micheline. Michel, depuis des années, il demandait à Micheline, on va au club. Non, non, non. Et lui, entre-temps, il trouve une copine qui, elle aussi, est mariée, une Joséphine, qui est mariée à Joseph. Elle demande à Joséphine, on va au club. Joséphine demande à Joseph, Joseph non. Et ils se retrouvent dans un site de rencontre et ils vont dans un club. Et ça dure 4 ou 5 ans. Une fois par semaine, ils se retrouvent ou bien 2 fois par mois, ils se retrouvent dans le club. No problème. Mais un jour, Micheline tombe sur des factures, des trucs, tout ça, d'un club. Et elle l'attrape, elle lui dit, voilà, tu as été dans la trahison, la grande trahison, l'infidélité, l'adultère, tout ça. Et lui, Michel, il se défend en disant, je t'avais demandé d'aller dans un club, t'as pas voulu. Et moi, quand je vais là-bas, je vais justement avec la même personne qui, elle aussi, a le même problème. Et on fait que ça. Donc, il demande la bénédiction de continuer. Et Micheline lui donne la bénédiction. Ok, tu peux continuer à condition que tu vas au club avec elle. Et puis, 1 an ou 2 ans après, je ne sais pas, un jour, il arrive tard le soir à la maison. Donc, c'est le samedi qu'il partait. Un jour, il arrive vers minuit. T'étais où? Club échangiste. Avec qui? Avec Joséphine. Comme d'habitude, je vais avec Joséphine. Mais en général, tu rentres plus tôt. Mais t'étais où, en fait? Il dit, j'étais en Allemagne. En Allemagne, t'as été? Oui, on a trouvé un nouveau club échangiste en Allemagne. Et c'est où en Allemagne? Il donne la ville. Elle ouvre la carte et regarde. Elle compte que c'est environ 300 km. Donc, vous avez été à 300 km de distance dans un club. Oui, il y a 300. Et ça met combien de... Comment est-ce que vous avez été? En voiture, il dit. Oula, ça n'allait plus du tout. Donc, elle dit, Micheline, elle engueule son Michel. Donc, vous avez fait 3 heures aller, 3 heures retour dans une voiture à 2. Ça ne passe pas. Donc, d'aller baisser dans un club échangiste, ok? Mais à 2, 6 heures, ça veut dire quoi? Dans un couple, c'est quoi? Un couple, c'est 3 piliers. Amitié, sentiment amoureux et sexualité. Donc, tant qu'il y a sexualité, no problème. Mais de passer 6 heures en voiture, seul avec cette nana, donc il y aura amitié. Donc, dans la tête de Micheline, quand il y a sexe, il y a amitié, les sentiments amoureux vont venir en courant. Ça, elle n'a pas accepté. Donc, ça ne passait pas. Ces 6 heures dans une voiture, ça ne passait pas. Eh oui, mais ça, c'est toute la subjectivité de chacun, hein. Donc, Lydie, à vous de voir comment vous organisez tout ça avec votre compagnon. Et puis, j'espère qu'on vous aura éclairé et que vous pourrez trouver la solution qui convient à tous les deux. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydie. Demain, on sera avec Michel Odoul. On va parler de la douleur, le circuit de la douleur et comment la gérer. Ce sera évidemment un tout autre sujet puisqu'aujourd'hui, on parle quand même plutôt du plaisir. Dans un instant, on retrouve Isabelle qui nous a rejoint et avec qui on va essayer de voir si elle est en bonne santé sexuelle. On se quitte un court instant. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yves Pslati, nous évoquons la santé sexuelle. Je rappelle ce site que vous pouvez aller consulter si vous voulez mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle, afpss.eu. Et puis vous pouvez tout retrouver aussi Yves Pslati. Vous avez votre chaîne sur YouTube où on peut vous voir expliquer beaucoup de choses sur la sexualité. Alors on reste sur l'échangisme avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Si Lydie est encore en ligne, enfin pas en ligne, à l'écoute, moi je suis libertine, par contre je ne suis pas du tout adepte des clubs que j'appelle plutôt libertins qu'échangistes, parce que j'aime pas le mot d'échangiste. Ouais. Et si elle a un fantasme de trio ou multicouple et autres, elle peut l'assouvir, mais sans aller en club. Et on n'est pas du tout obligé d'être libertin d'aller en club. Moi, par exemple, c'est le cas.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'en fait Lydie, elle a pas du tout envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre que son compagnon. Elle a le fantasme, mais la pratique ne lui convient pas. Enfin, il me semble, hein, c'est comme ça qu'on l'a compris. Donc vous avez en revanche une pratique libertine, donc, hein, pour utiliser le bon mot. Oui, parce qu'en fait, ma dernière relation de couple remonte à 5 ans, donc je me suis dit que j'allais pas rester en jachère. Et donc, comme je suis pas hyper adepte de la masturbation, des sextoys, je le fais aussi, mais pour moi, rien ne vaut un corps, un vrai corps, une attirance, quand même un plaisir partagé. Donc j'ai eu, parce que maintenant je suis dans une phase un peu intermédiaire, mais j'ai fait pas mal de rencontres et je trouve que ma sexualité est bien meilleure maintenant que j'ai passé la cinquantaine, en fait, bien meilleure. Je suis beaucoup plus épanouie et à l'aise et féminine et sexy, tout ça qu'avant. Donc comme quoi ça peut donner espoir aux femmes ménopausées aussi. Il n'y a c'est pas un chamboulement négatif, au contraire. Enfin pour moi ça a été plutôt l'inverse. Et oui, j'ai appris à bien me connaître. Il faut évidemment, je pense, être à l'aise avec son corps, aimer son corps, le connaître. Ça demande la curiosité de différentes pratiques, qu'elles soient sexuelles ou pas, hein, je veux dire. Et après, en fonction de ça, je cherche pas la quantité, moi je cherche la qualité en attendant de trouver un compagnon stable, on va dire. Et voilà, je pense que j'ai trouvé un équilibre. J'ai pas à vous parler de difficultés éventuellement à parler de ça. Moi, j'ai jamais eu de difficulté à parler sexe. D'ailleurs, ça fait toujours rire beaucoup mes amis masculins parce qu'ils peuvent se lâcher avec moi. Moi, je suis pas choquée, j'ai pas vraiment de tabou, donc c'est plutôt rigolo, quoi. Vous êtes libre dans la tête, libre dans le corps, et donc je crois que là, on peut dire sans problème, Yves Pslati, qu'Isabelle a une bonne santé sexuelle. Je pense, oui, même si elle dit je ne me masturbe pas beaucoup, mais si elle fait souvent l'amour, il n'y a pas de place aussi pour certaines personnes de se masturber. Non, il n'y a pas d'injonction de madame. C'est l'ensemble qu'on doit voir, c'est l'ensemble. Mais même si j'ai des phases quand je suis célibataire, donc j'ai pas de compagnon fixe, j'ai des phases où j'ai envie, j'ai une libido plus importante, et puis je peux rester 3 semaines à mois sans rien faire. Et ça m'inquiète pas. Parce que je sais que c'est des phases et que ça reviendra, que je vais avoir un coucou d'un ancien complice et que voilà, je vais le revoir. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas c'est pas en termes de fréquence, ça doit être tant par semaine, où il faut forcément que je me masturbe ou quoi. C'est plus. Attendez, on parle pas du tout de la même chose. Vous vous dites, si je fais rien 3 à 4 semaines, ça n'est rien. Mais on parle pas de ça. On parle de gens qui laissent la sexualité 2 ou 3 ans en jachère, toute la sexualité. Et là, c'est irréversible. D'accord. Beaucoup de personnes nous expliquent que c'est irréversible, donc ils n'arrivent plus à... Donc c'est pas une histoire de 3 ou 4 semaines, hein. C'est beaucoup plus que ça. Certaines personnes, j'ai déjà eu certaines personnes, 6 mois après, c'était fini pour leur sexualité, parce qu'ils avaient tout lâché dans la sexualité, aucune activité sexuelle. Mais moi, je ne sais pas dire à une personne, dans 6 mois, c'est foutu, vous vous tirez une balle au pied, ou bien dans 4 ou 5 ans. Je n'en sais rien, ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais sûrement pas 3 ou 4 semaines. Hein. Non, 3-4 semaines, vous avez le droit de faire une pause de 3-4 semaines, voire même 2 mois, hein, Isabelle. Et puis surtout, vu comment vous fonctionnez sexuellement, même si vous faites une pause de 3 mois, je pense que ça ne posera aucun problème à votre libido. Merci Isabelle de ce témoignage positif qui peut-être va donner envie à certaines femmes. On va conclure avec Audrey qui nous rejoint. Vous êtes avec quelqu'un depuis 8 mois et je crois que vous ne vous sentez pas désirée, c'est bien ça? Bonjour Audrey. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Moi je suis Audrey, j'ai 38 ans, donc je suis factrice. Je vous appelle en fait parce que ça fait 8 mois que je suis avec quelqu'un avec qui c'est très très fusionnel. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur une histoire improbable. On n'était pas censé se rencontrer vraiment parce que à la base j'étais plutôt sur son copain, on va dire, parce qu'on était dans une soirée rencontre. Oui, d'accord. Donc, j'étais plutôt sur son ami et au final, de but en blanc, son ami, le lendemain, a fait faux bond. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux. Et voilà, on a beaucoup accroché, on s'est super bien entendu et tout ça. Par contre, le souci, c'est que, il y a eu une fausse note dès le départ, parce que ça faisait, au bout d'1 mois et demi... je me suis rendu compte que il faisait des échanges de photos avec une ex-compagne.
Donc voilà, ça a été très difficile pour moi parce que vu que c'était déjà dès le début, on a été, comment dire, déjà très fusionnel dès le début, ça a été difficile pour moi. Et puis niveau sexualité, au début, c'est quelqu'un qui est assez, comment dire, entouré de femmes, qui est assez... séducteur. Oui, qui est assez convoité. Enfin bon voilà. Après, je connaissais pas trop son passé donc avant tout ça. Donc c'était une sexualité assez, voilà, c'était alchimique dès le début. Et le souci, c'est que bon, il y a eu cette histoire là d'échange de photos et tout ça. Bon, j'ai fouillé dans son téléphone, ce qui n'est pas forcément très très bien. Mais bon, j'avais une petite voix qui m'appelait et je sais pas pourquoi, j'ai regardé dans son téléphone et je suis tombée sur ces échanges-là. Et bon, au final, voilà, je suis passée outre parce que bon, ben, ça faisait qu'un mois et demi et pour moi, voilà, c'est. Mais ça a provoqué quoi? Ça vous a coupé de votre désir pour lui? Vous lui avez fait une scène? Qu'est-ce que ça a provoqué? J'ai un peu disjoncté, ouais. mais bon, après il y a eu une explication et puis voilà, bon, il m'a dit que voilà, que c'était juste une personne qui était revenue d'il y a 4 ans et que c'était une histoire passée qui ne comptait pas forcément pour lui et enfin voilà, il est en phase de changement et tout ça, donc du coup, enfin c'est compliqué à expliquer quoi. Je sais qu'aujourd'hui depuis ce jour-là, on va dire. Oui. Depuis ce jour-là, niveau sexualité, alors il me dit toujours, parce qu'il essaie de me rassurer au maximum en me disant qu'il est très amoureux de moi, que c'est la première fois de sa vie qu'il s'engage vraiment avec quelqu'un, sachant qu'il s'est jamais engagé qu'une personne qui est maman comme moi. D'accord, mais c'est quoi sexuellement ce qui se passe entre vous maintenant? On va dire que c'est moi qui est toujours dans l'attente, toujours dans la demande. Après, il me dit, je te désire et tout ça. Quand on passe le cap, ça se passe bien. C'est même, c'est intense, quoi. Et mais après, il est, comment dire, il a du mal. Et comme il me dit, il a du mal. Il n'arrive pas à avoir le désir comme moi je l'ai, parce que moi j'ai une libido assez forte. Je pense oui, de par... Oui, et puis vous êtes très fusionnel, donc vous êtes toujours en demande en fait. Vous avez toujours envie, et peut-être vous l'étouffez peut-être avec votre désir, ce qui laisse plus beaucoup de place pour le sien. En général, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est l'homme qui étouffe la femme, mais là, je crois que c'est un petit peu non. Yves Slati, on a l'impression que il a plus de place pour son désir à lui. Ben oui, c'est l'histoire du dépendant contre dépendant. Donc, lui, et si elle est dépendante, lui, il est contre-dépendant, eh ben, plus elle va vers lui, plus il va fuir. Hein. J'ai l'impression qu'il se braque au fur et à mesure, en fait. Il me dit qu'il a des soucis. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, mais Audrey, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre que vous n'avez pas compris. Vous l'avez dit, c'était un séducteur. C'est la première fois, visiblement, qu'il tombe très amoureux. Il a certainement envie que ça marche avec vous, mais ça doit lui faire un peu peur. Et comme en plus, vous l'envahissez beaucoup par votre désir de fusion et de sexualité, il reste un petit peu sur le pas de la porte. Donc, je crois que c'est à vous de comprendre qu'il faut un petit peu l'apprivoiser. C'est quelque chose de très très nouveau pour lui, cet amour qu'il a l'air de vous porter, qui est certainement sincère. Et peut-être que quand il échangeait des photos, c'était un jeu pour lui qui n'avait pas grande importance et qui pour vous en a eu. Et il faut que vous compreniez tout ça. Vous ne fonctionnez pas tout à fait de la même manière sur le plan sexuel et amoureux. Donc il faut que vous vous adaptiez à son fonctionnement et comme il faut qu'il arrive à s'adapter au vôtre. Enfin, il me semble. Yves Slati, qu'est-ce que vous pouvez dire à Audrey? Qu'elle rentre sur Internet, qu'elle met les mots dépendant contre dépendant, ça va bien leur expliquer ce que c'est et ils vont donner des solutions pour un dépendant, ce qu'il doit faire. Parce que maintenant, je peux lui expliquer aussi, mais c'est très long. D'accord. Donc ça vaut la peine de voir ce que vous devez faire pour pouvoir le récupérer. C'est-à-dire c'est tout à fait juste tout ce que Brigitte vient de dire. Il se sent peut-être étouffé, mais lisez pour voir si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre avec lui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. Hein.
Voilà, contre-dépendant, dépendant contre dépendant, et je pense que ce message peut s'adresser à beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est souvent une difficulté, surtout au début d'une relation. Il y en a un qui s'engage à fond et puis l'autre qui est un petit peu comme ça hésitant. C'est important que chacun s'adapte, parce que sinon en effet ça peut amener une relation qui ne fonctionne pas. Yves Psetti, merci de ces 2 heures avec nous. On l'a compris, faites fonctionner votre imaginaire érotique, masturbez-vous, ayez confiance, soyez bien dans votre corps. Bon, enfin tout ça on le dit, on le répète et on le répétera encore souvent. Je rappelle ce site afpss.u, c'est un site qui peut intéresser évidemment toutes les personnes qui travaillent dans l'humain, parce que je crois qu'on ne le dira jamais assez non plus, la sexualité ça fait partie de l'humain, et passer à côté de sa sexualité c'est quand même peut-être un peu dommage. Voilà. Merci beaucoup Yves Psetti. On se retrouve demain avec Michel Odoul. On va aborder évidemment le sujet inverse, si je puis dire, puisqu'on va parler de la douleur. On va essayer de comprendre les circuits de la douleur et tout ce qu'on peut faire, notamment grâce à la respiration, tout ça pour moins souffrir, pour être un petit peu plus à l'aise avec tout ça. Et puis tout de suite vous retrouvez bien sûr C'est votre avenir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sud Radio.